Bonjour à toutes et tous. Comme vous le savez, les Israéliens votent demain. Je vous donne un conseil, juste en commençant. Ne faites pas de pronostics. En Israël, oui, en Israël, on ne sait jamais. Quelqu'un à votre place, en 1996, avait dit « Pérez passe, c'est sûr ». Et le lendemain matin, d'ailleurs, Libération titrait « La victoire de Pérez ». Et voilà, ce n'était pas Pérez, c'était déjà Netanyahou. Et il y a, en 2015, la dernière élection, jusqu'au dernier jour, certains voulaient croire que la gauche, entre guillemets, allait passer. Donc, moi, je crois qu'il faut commencer cette rencontre avec beaucoup de prudence, même si ce qui est vrai, c'est que Netanyahou, quand bien même il serait devancé par ses challengers bleu-blanc, a priori plus de possibilités de conclusion d'alliances nécessaires pour former un gouvernement. C'est pourquoi, personnellement, je demanderais à Jean-Pierre Féliu moins de réfléchir sur les pronostics que d'essayer de comprendre comment, si ça se confirme, Netanyahou a pu à nouveau se mettre en situation de l'emporter alors qu'il avait quand même quelques handicaps qui, dans des pays démocratiques, coûteraient cher. En particulier, je ne suis même pas sûr qu'en France, quelqu'un qui soit menacé d'être mis en examen dans 3 procès majeurs pour corruption, et corruption dans l'exercice de ses fonctions, absolument, pourrait même se présenter. C'est-à-dire on est quand même dans quelque chose de très particulier. Personnellement, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un point commun entre cette affaire-là et la plupart des victoires populistes des dernières années, c'est l'absence d'alternative. C'est la clé principale, il y en a d'autres évidemment, c'est le fait qu'il n'y a pas d'autre choix que celui de la personne ou du personnage qui se présente ou qui se représente, que ce soit Trump, que ce soit Modi, que ce soit Bolsonaro. Bolsonaro, c'était plus simple puisque son adversaire était en prison, donc ça simplifiait l'opération. Bref, il y a quelque chose de très particulier et on le sent en Israël, me semble-t-il, je soumets ça à la sagacité de Jean-Pierre, avec le fait qu'on a quand même une triple absence d'alternative. C'est-à-dire on n'a plus de liste arabe unie, ce qui est quand même un élément qui compte, même si ce n'est pas eux qui vont drainer l'électorat juif dans sa majorité, bien sûr, mais enfin, il y avait une liste unie, elle ne l'est plus. On ne sait toujours pas, d'ailleurs, si les deux mouvements rivaux parviendront au Parlement. Il y a toujours un doute sur la liste de Balad. Deuxièmement, il n'y a pas d'alternative à gauche, au sens traditionnel du mot gauche en Israël. Je veux dire, Meretz et Parti travailliste. On a quand même un parti travailliste qui, pour la première fois de son histoire, n'évoque même plus l'idée des deux États comme une perspective importante. Et on a deux challengers, si je me permets d'ajouter Yair Lapid à Benny Gantz, dont, quand on y regarde de près, on a un peu de mal à voir très bien en quoi il forme ou il propose une autre politique, même s'il y a évidemment des nuances et des critiques, sinon il n'y aurait pas d'élection. Bref, on est quand même dans quelque chose qui est relativement nouveau par sa gravité, quoi, dans l'histoire politique de ce pays. Et j'en profite pour poser une autre question à Jean-Pierre, parce qu'il en parle dans son livre. C'est au fond, s'il y a de toute évidence des sensibilités sionistes très diverses, et il y a toujours eu, c'est pas d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Netanyahou c'est la même chose que Rabin,
ou que Rabin, c'est la même chose que Pérez, ou que, etc., etc. Il y a à travers l'histoire du mouvement sioniste et du mouvement sioniste en Palestine, en Israël, des sensibilités différentes, mais en même temps, on a la sensation qu'au moment décisif, je mets ça au pluriel, toutes les sensibilités se retrouvent dans la mise en œuvre de, je ne dis pas de décision commune, mais en tout cas d'une orientation qui, de fait, est commune. Et il y a eu débat, je le signale, sur la question en particulier de la Nakba, puisque quand on y regarde de près, c'est vrai que les sionistes révisionnistes, les sionistes de droite ou d'extrême droite, ont joué un rôle important. Der Yassin, ce sont des hommes de Begin et de Shamir qui ont massacré, de Begin en particulier. Mais en même temps, la plupart des villages conquis dans la guerre de 47-49, ils l'ont été par le Palmach, qui était plutôt une troupe non seulement de gauche, je dirais même pour l'époque d'extrême gauche, binationaliste au départ, etc. Bref, voilà de quoi animer notre débat. Et je pense que ce serait extrêmement précieux d'avoir l'avis de Jean-Pierre parce qu'il est quelqu'un qui a une grande connaissance et une grande expérience de ces questions. Je rappelle qu'il est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po. Il a été membre de plusieurs cabinets ministériels. De gauche. Il a été, nous a rappelé Yves Aubin de la Messusière il y a quelques jours, ici même, l'objet d'un grand conflit dans une ambassade où se trouvait Yves. Et puis, il a écrit beaucoup de livres importants, intéressants. Je rappelle pour les derniers, Généraux, gangsters et djihadistes. Et puis le dernier, donc, Main basse sur Israël, qui est sorti aussi, d'ailleurs, comme l'autre, aux éditions La Découverte. De mémoire, ça n'était pas indiqué sur la feuille, mais c'est ma mémoire, tu avais fait aussi un livre sur Gaza, oui, l'histoire qui est un des rares livres qui existent, qui est une vision d'ensemble de l'histoire de Gaza. Voilà, donc la règle du jeu, t'es connue, tu es déjà venu... y compris avec toi. 1 milliard de fois au moins. C'est-à-dire que tu as 20 minutes, 30 minutes comme tu le souhaites, et puis ensuite tu seras passé au grill des questions de nos amis qui peuvent t'applaudir, te huer. Mais à la fin. À la fin, oui, à la fin. Bien sûr, mais ici on ne hue qu'à la fin. Voilà. Bref, on aura un moment de débat sur les élections, sur les suites des élections, parce qu'évidemment, ce qui est important, c'est après comment la radicalisation de la politique israélienne va ou non se confirmer. Je signale quand même au passage qu'il y a 2 questions qui sont venues sur la table dans les 2 derniers jours, qui étaient absentes jusque-là. Premièrement, Netanyahou, pour la première fois de sa vie politique, a posé la question de l'annexion. Alors, c'est pas clair si c'est la zone C, si c'est la vallée du Jourdain, si c'est les colonies. Enfin, après, il a répété les colonies. Mais en tout cas, pour la première fois, on parle d'annexion dans la bouche de Netanyahou. Et deuxièmement, Haaretz a fait un papier qui m'a surpris, je dois dire, expliquant que si on allait au bout de la loi État-nation, la question du droit de vote des Palestiniens d'Israël se posait, puisqu'ils n'ont pas droit à l'autodétermination. Seul le peuple juif, article 1, a droit à l'autodétermination. Si on n'a pas le droit à l'autodétermination, on se demande on se demande un peu pourquoi on a le droit de vote. Et apparemment, Haaretz dit que c'est une question qui est quelque part à venir. Voilà. C'est à toi. Merci, cher Dominique. Vous m'entendez bien ? Oui. Parfait. Donc, merci à vous toutes, merci à vous tous. Merci surtout à l'IREMO. Donc, je voulais en profiter pour saluer les activités multiples de l'IREMO. Je sais que vous êtes des fidèles, donc je vais me garder de prêcher des convaincus et aller droit au sujet. Alors, effectivement, on avait eu un débat sur est-ce qu'on fait
cette rencontre aujourd'hui ou après le vote. Et moi, j'ai pensé que c'était préférable de la faire avant, parce qu'on est dans une autre disposition d'esprit, hein, et c'est normal. On a l'incertitude démocratique, l'inconnu électoral, qui doit être vraiment prise en compte. Et vous savez, si Netanyahou se démène comme cela, quel que soit son style, sa pugnacité, c'est sans doute qu'il est moins convaincu que le concert des observateurs actuellement de la fatalité de sa reconduction au pouvoir. Hein. Donc, regardez Netanyahou, voyez sa frénésie ces derniers jours, ces dernières heures, et vous verrez que pour lui, rien n'est joué. Hein, rien n'est joué. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. En référence au livre, c'est intéressant, là, les histoires même sur la très courte durée. Alors, déjà la décision, quand est-ce qu'on sortait le livre, avec la découverte, finalement on a décidé de le sortir en janvier. Au moment où la prise de décision de la parution du livre est effective, Netanyahou, a priori, ne fait pas d'élection avant novembre 2019. Hein. Mais moi, j'avais ma petite intuition qu'il anticiperait de beaucoup plus. Hein, de beaucoup plus. Et de fait, entre le moment où le livre va sous presse et le moment où il sort, Netanyahou convoque de fait, hein, par la dissolution de la Knesset, il instaure un calendrier pour donc le 9 avril, c'est-à-dire demain. Et au moment où le livre sort, c'est plié, il n'y a aucun débat. Netanyahou va être reconduit, c'est-à-dire exactement l'état d'esprit dans lequel aujourd'hui la plupart des bons esprits disent se trouver après une analyse approfondie de la situation. Sauf que pendant les semaines écoulées, on se rend compte qu'il est plus que chahuté. Par deux événements clés, hein, donc la triple procédure, le lancement d'une triple procédure de mise en examen pour corruption, fraude et abus de biens sociaux dans des affaires très graves que je ne vais pas détailler parce qu'on est vraiment là dans la sale cuisine interne. Je rappellerai juste qu'en 1977, Yitzhak Rabin, après la seule révélation de la détention d'un compte en dollars par son épouse aux États-Unis, démissionne alors qu'il n'y avait aucune procédure qui avait été lancée et que la détention elle-même n'était pas illégale, c'était le fait qu'elle n'avait pas été déclarée au fisc israélien. Il y avait 9 000 $ sur ce compte. Il faut savoir que dans une des affaires pour laquelle Netanyahou pourrait être mis en examen, on parle de centaines de milliers de dollars de cadeaux physiques, hein, champagne et autres gâteries. Hein. Donc on a complètement changé d'air là aussi. Hein. Et il faut savoir que le retrait de Rabin avait ouvert la voie à Begin, et donc au changement historique qui permet au Likoud depuis lors, et là je me place en écho des propos de Dominique, depuis lors, a lentement mais sûrement et de façon décisive sous Netanyahou triompher du point de vue idéologique. Hein, vous savez, le fameux concept d'idéologie dominante. L'idéologie dominante aujourd'hui en Israël, elle est définie par le sionisme de type révisionniste. Hein. Donc encore, moi j'ai suffisamment été parfois de manière positive, généralement, ce qui en dit long là aussi sur l'époque, de manière négative, taxé d'être un historien engagé. C'est pas à moi de dire le bien ou le mal par rapport à tous les mouvements de la région, y compris le sionisme. Je constate que le sionisme révisionniste, qui était minoritaire et qui était vaincu, doublement vaincu au moment de la fondation de l'État d'Israël, vaincu politiquement et vaincu militairement, vu que sa milice principale, l'Irgun, avait été brisée militairement au large de Tel Aviv et contrainte de s'intégrer, de se désarmer et de s'intégrer au sein de la nouvelle armée israélienne sous le commandement des anciens chefs travaillistes. Donc ce mouvement qui était doublement vaincu il y a 70 ans, c'est aujourd'hui celui qui définit
les termes du débat en Israël. Et la grande victoire de Netanyahou, c'est d'abord au sein du sionisme révisionniste d'avoir battu la tendance dite libérale, tout est relatif, hein, c'est le libéralisme à l'intérieur du sionisme révisionniste, c'est-à-dire un libéralisme qui reconnaît aux Arabes des droits et qui, à partir du moment où ceux-ci sont citoyens de l'État d'Israël, doivent avoir les mêmes droits que tous. Cette tendance est aujourd'hui incarnée, dans tous les sens du mot, par le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui est par ailleurs plutôt annexionniste, mais qui considère que l'annexion doit s'accompagner de la reconnaissance de droits pleins et entiers aux Palestiniens. Bon, je note que c'est ce qui en dit long aussi sur la vie politique israélienne. Pour ça, bon, si on veut mettre tout le monde dans le même paquet et puis le ficeler et le jeter je ne sais où, c'est un choix personnel, c'est pas le mien. Hein. Moi, comme historien, hein, comme récipiendaire du prix Augustin Thierry des Rendez-vous de l'histoire de Blois, je fais mienne la maxime d'Augustin Thierry. Faire de l'histoire, c'est faire de la distinction, c'est distinguer, c'est tout le contraire de l'amalgame. Eh bien, Reuven Rivlin, lors du dîner où le président Macron m'avait fait l'honneur de m'inviter, dîner d'État, a quand même réussi la performance de ne pas mentionner une seule fois Benyamin Netanyahou. Bon, généralement à l'étranger, même les Français font preuve d'un minimum de respect pour les institutions en place. Mais on est poli à table. On est poli à table, c'est peut-être pour ça. Mais je me rappelle, pour avoir servi du temps de la cohabitation, qu'à l'étranger, nous n'avions qu'un président, qu'un Premier ministre, et quelle que soit la rive de la Seine sur laquelle on officiait, à l'étranger, ces questions-là n'étaient pas abordées. Donc là, non seulement il ne l'évoque pas, mais d'une certaine façon, il polémiquait avec lui sans le nommer, en disant, je cite l'esprit de ses propos, pas la lettre, écoutez, bon, quand Ben Gourion en 1948 proclame, lit la déclaration d'indépendance, hein, et que c'est la première guerre israélo-arabe sur tous les fronts, il proclame l'égalité des droits. Alors on sait que cette proclamation n'a pas forcément été suivie des faits, mais il la proclame entre les juifs et les arabes. Et aujourd'hui, je cite toujours Reuven Rivlin, que nous sommes soi-disant une start-up nation qui serait courtisée par tous les pouvoirs du monde, toutes les puissances. Aujourd'hui, que soi-disant notre économie fait pâlir d'envie l'ensemble du monde industrialisé. Alors aujourd'hui, on ne serait pas capable de faire un geste de tolérance et d'équité. Donc vous voyez quand même que même à l'intérieur de cette famille, eh bien, il a gagné. Il a gagné parce que Rivlin s'est devenu marginal au sein de la droite. Hein. Mais la grande victoire idéologique, elle est évidemment, on va dire, les forces de progrès. Allez, voilà, hein, faisons les forces de progrès, si on veut plus dire gauche. Déjà, le fait que le terme de gauche est devenu infamant en Israël. Ah non, je ne suis pas de gauche. Ah non. Faisons attention en France, hein, quand même. Hein. On voit des mauvais vents souffler. Hein. Donc, on a de toute façon, on veut dire aujourd'hui, à la tête du Parti travailliste, sans rentrer là encore dans les cuisines internes, un ancien ministre de Netanyahou qui a pris sa carte du Parti travailliste il y a très peu de temps et qui avant était un militant de droite absolument déclaré. Hein, et ça, c'est pour le Parti travailliste. Donc, quant à l'alliance bleu et blanc, hein, qui a effectivement déstabilisé Netanyahou au moment de sa composition, parce qu'il pensait que jamais un tel assemblage d'égaux ne serait possible. Donc, cette alliance, elle passe son temps, et évidemment, elle perd ce temps à aller sur le terrain qu'a choisi Netanyahou, avec ses arguments, et pas seulement avec ses arguments. Et j'y reviendrai après, il y a dans ces élections israéliennes quelque chose qui doit nous interroger sur les élections en général aujourd'hui dans les pays démocratiques, hein, ou dits tels. Parce qu'on voit des formes de campagne qui sont testées en Israël. Je ne dis pas que tout ça fait partie d'une grande machination, mais c'est le cas. Quand vous avez le cabinet Harris Media, basé à Austin, Texas,
qui aujourd'hui fait la campagne de l'AfD, donc l'extrême droite allemande, il faut savoir qu'en 2015, il faisait la campagne du Likoud. Hein. Donc, ne croyez pas que what happens in Israel stays in Israel, hein, pour paraphraser ce que disent les Américains sur Las Vegas. Ce qui se passe en Israël concerne les démocraties. Et le fait que Netanyahou fait du Trump avant Trump et réussit à faire du Trump avant Trump et teste, sans le vouloir, mais il teste des modes de campagne, des modes de brutalisation de la vie politique, des modes d'appauvrissement du message politique qui font florès aujourd'hui aux États-Unis, c'est évident, hein, mais aussi sur ce continent, avec son grand ami Viktor Orban, hein, qui a un parcours tout à fait parallèle au sien. Premier passage au gouvernement dans les années 90, gestion relativement calamiteuse, qui amène un retour dans l'opposition, mais dans les deux cas, on est face à des bêtes politiques, des gens qui apprennent de leurs erreurs et qui surtout comprennent que leur principal échec durant leur premier passage au gouvernement est d'avoir été, de leur point de vue, trop gentils. C'est-à-dire que quand ils reviennent, ils sont déterminés non seulement à conserver le pouvoir, mais à le conserver avec une brutalité inédite à l'égard de leurs adversaires. Hein. Donc, pour faire simple, j'ai tout un chapitre sur l'ennemi intérieur, hein, et je pourrais faire le parallèle, si vous voulez, avec la Hongrie, mais ça se décline pratiquement. Il suffit de changer quelques catégories, remplacer arabes par réfugiés, mais on a des processus tout à fait comparables. Donc on a un ennemi intérieur, donc en Israël c'est très clair, hein, dès le début l'ennemi intérieur, ce sont les Palestiniens. Alors c'est étonnant parce que, bon, je vous livre ce petite remarque, mais voyez, quand on est historien, alors on n'est pas très futé, mais on compte et puis on a des chronologies. Hein, et vous voyez régulièrement des pourcentages sur la population israélienne d'origine palestinienne qui inclut les Palestiniens de Jérusalem-Est. C'est-à-dire qu'y compris des gens qui prétendent être ceci ou cela, pour expliquer le problème palestinien, ils prennent les statistiques officielles israéliennes qui incluent les 300 000 Palestiniens de Jérusalem-Est. Donc non, ce n'est pas 21%, c'est plutôt 18%. Vous me direz, oh, c'est pas si grave que ça. Ben oui, moi je considère que Jérusalem-Est, c'est un territoire occupé. Donc on ne peut pas amalgamer les Palestiniens de Jérusalem-Est, qui de toute façon n'ont pas le droit de vote aux législatives, qui n'ont qu'un droit de vote qu'ils n'exercent pas pour les municipales, enfin, qui n'exercent pas pour 90% d'entre eux. On ne peut pas les amalgamer. Bon, c'est quand même beaucoup. 18%, c'est quand même beaucoup. On va dire, bon, allez, un Israélien sur 5 ou 6. Bon, oui. Donc, Netanyahou, très tôt, va stigmatiser cette population avec le jour du dernier scrutin, c'est-à-dire en 2015, cette sortie inouïe sur Facebook, le jour du vote, disant « les Arabes viennent voter en masse, amenés par les bus des ONG de gauche ». Voilà. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce slogan, et pour une fois, c'est intelligent de la part des adversaires de Netanyahou, il le retourne contre lui en disant « les Arabes doivent venir voter en masse ». Ça, c'est pour les deux partis dits arabes. Et ce qu'a fait Haaretz dans son éditorial récent, les opposants à Netanyahou doivent venir voter en masse. Hein, la gauche, le centre doivent venir voter en masse. Et ça peut être un facteur. Parce que c'est toujours pareil. Quand la victoire est acquise, on reste chez soi. Hein, et le problème de Netanyahou, c'est qu'il a tellement chauffé à blanc sa base que celle-ci croit que c'est fait. Donc là encore, attention. Hein. Donc, mais fin de la parenthèse, donc on cible d'abord les Arabes d'Israël. Je dirais ça, il suffit juste de pousser un peu certaines tendances qui étaient déjà présentes. Puis après, la gauche. Hein, la gauche. Mais c'est très important parce que ça participe d'une revanche historique. Il faut savoir que chez les Netanyahou, quand on parlait des travaillistes, on disait les bolcheviks, les rouges. Hein. L'idée, c'est qu'il faut effacer que ces gens. Alors, c'est pas uniquement ah oui, le populisme, les séfarades contre les ashkénazes. Non. C'est beaucoup plus profond que ça. Hein. Il faut les abattre et les démanteler.
hein, de même que Netanyahou, ministre des Finances, démantèle une partie de l'État-providence et tout simplement des sociétés publiques tout court, entre autres en privatisant Bezek, géant des télécommunications, dont on sait aujourd'hui qu'il est au cœur d'une des 3 affaires pour laquelle il est menacé de mise en examen. Donc là encore, hein, privatisation, c'est pas uniquement des questions de principe, hein, privatisation. C'est popoche, excusez-moi, c'est popoche pour... et puis c'est popoche pour le pouvoir. Pour le pouvoir, parce qu'à partir du moment où c'est privatisé, il faut savoir que Netanyahou est le recordman historique des cumuls de portefeuilles en Israël. Hein. Il a, à un moment, à la fin de l'année dernière, il avait les affaires étrangères, la défense, la santé, les affaires religieuses. Il a failli prendre l'immigration, il s'est dit non, ça fait quand même un peu beaucoup. Il l'a passé à son ministre du Tourisme, c'est intéressant en termes de sionisme, hein, les ministères de... Voilà. Puis là, quand même, il s'est rendu compte que non, quand même, non, c'est pas un bon message. Donc il l'a repassé à un ancien général qui, comme bon ministre de l'immigration, sa première déclaration a été « annexons la Cisjordanie », ce qui évidemment est tout à fait fondamental pour quand on est chargé de l'ALIA. Et donc, mais il y a un portefeuille qu'il a essayé de garder tout le temps, et c'est vraiment à cause des affaires qu'il a dû le lâcher, c'est les télécommunications. Et si jamais il est reconduit au pouvoir, je vous file mon billet que ce portefeuille-là, il le garde. Parce que ça, c'est... Bon, la santé, l'éducation, tout ça, bon, on peut... Mais les télécommunications, c'est les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a, et ça aussi, ça peut nous interpeller hein, par rapport... aux élections à venir, hein, en France et ailleurs, c'est qu'on a un Premier ministre, c'est pas un challenger, qui a décidé de boycotter la presse nationale. Boycotter. Hein, pas une intervention, sauf évidemment pour dire, ah voilà, le Golan, voilà, mais pas une intervention de campagne électorale. Le Premier ministre en campagne électorale boycotte toute la presse nationale. Écrite, radio, télévisée. Il ne communique que sur les réseaux sociaux, face caméra. Alors je sais parce que moi je me suis infligé l'abonnement à tous ces comptes. Donc je vois ce qu'il produit, la cadence, et je vois les autres qui réagissent. Donc ça aussi, hein, c'est pas... Hein, voilà, on est quand même en France. Hein. À partir du moment où vous allez sur le terrain de l'autre, ben, vous avez déjà un peu beaucoup perdu. Parce que vous ne vous posez pas en alternative. La triple alternative qu'a évoqué Dominique. Donc on a une campagne du XXIe siècle hein, sur les réseaux sociaux. Et il a pris grand soin d'éviter toute réglementation des réseaux sociaux. De même que, ça je pense le mettre en avant plus que d'autres, vous avez une connexion financière tout autant qu'idéologique avec la droite dure américaine. Étant entendu qu'en Israël, si vous avez le malheur d'être une ONG un peu pacifiste, un peu droit de l'homme, et que vous avez des subventions de l'Union européenne, c'est mal, parce que vous êtes obligé de le déclarer. Il y avait même eu à un moment la tentation, là encore ils se sont rendus compte que les représentants de ces ONG, quand elles viennent à la Knesset, portent un signe distinctif. Voilà. En revanche, si vous touchez d'Adelson, Sheldon Adelson, le grand patron des casinos de Las Vegas à Macao, 35 à 40 milliards de dollars au bas mot, ça, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Hein. Et les réseaux sociaux de Netanyahou, il y a une partie qui est payée par le contribuable israélien au titre du Premier ministère, ce sont ces différents comptes officiels, et il y a les comptes du parti, les comptes personnels, et puis il y a maintenant tous les bots, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire concrètement les robots qui sont activés. Alors, comme en Israël, c'est Silicon Wadi, ils n'ont pas besoin d'hackers russes ou chinois comme ailleurs, hein, ils ont tout ça à la maison. Hein, et vous avez soudain 1000 soi-disant comptes qui accusent Gantz de se faire pirater son portable par les Iraniens. Voilà. Hein, tout ça coûte beaucoup. Donc on a un trésor de guerre, et ça a été le cas dès la première campagne électorale de Netanyahou. Et en fait, ces affaires quand il est dans le déni, il n'y a rien parce qu'il n'y a rien, c'est tellement constitutif de son système. Hein. C'est quelqu'un qui, en 93, quand il reprend le Likoud, il trouve les caisses vides. C'est lui
qui renflouent les caisses du Likoud. Grâce à qui? Grâce à tous les financiers qu'il a côtoyés quand il était leur invité de choix à Washington comme numéro 2 de l'ambassade d'Israël et à New York comme ambassadeur des États-Unis, d'Israël aux Nations Unies. C'est lui qui a fait des tournées de levée de fonds, qui était le keynote speaker, le principal orateur. Donc lever des fonds, il le connaît. Il sait ce que c'est. Dans un pays où, quand il arrive à la fin du XXIe siècle, on ne sait pas ce que c'est. Et encore aujourd'hui, sa capacité de lever de fonds par rapport à Gantz, Lapide et tous les autres est tout à fait considérable. Ce qui, là aussi, nous renvoie à des choses qui ne sont pas qu'israéliennes. Et la façon dont l'argent peut changer une campagne électorale, surtout quand cet argent est étranger et qu'il vient de manière systématique du même côté. Et donc, on a... C'est pour ça que j'ai aussi un autre chapitre sur Bibi l'Américain. C'est-à-dire, c'est tout à fait unique dans l'histoire d'Israël. C'est un sabra. Il est né en 1949 à Tel Aviv. C'est le premier ministre d'Israël à être né en Israël, à être né après la Shoah. Mais il pense en américain. Il est parti en 1953. Oui, non, mais il part très souvent. Honnêtement, à 4 ans, c'est pas sa décision. Mais il était éduqué aux États-Unis. Oui, moitié-moitié. Ouais. C'est-à-dire, il a la moitié les 40 premières années de sa vie, la moitié sont passées aux États-Unis. Donc une partie de ses études primaires, une partie de ses études secondaires et toutes ses études universitaires. Donc effectivement, il a... Et il faut le reconnaître, parce que moi, vous imaginez les heures et les heures de vidéos. C'est un communicant extraordinaire. Mais ce sont les techniques de communication à l'américaine, que maintenant tout le monde nous propose comme globales, comme étant les seules et uniques. Avant Netanyahou, on ne faisait pas la politique comme cela en Israël. C'est lui qui américanise le pays. Et il va être donc cette idée... Donc je pourrais rentrer là aussi dans les détails, qu'on a la droite, mais très tôt, dès l'administration Reagan, il choisit ce qu'on appelait à l'époque les Neo-Cold Warriors, les partisans de la nouvelle guerre froide, bien avant les néoconservateurs, qui vont évidemment être ses grands copains. Bien avant eux, il choisit une alliance stratégique entre sa vision d'Israël et la droite dure américaine. Et là, c'est un autre chapitre, c'est une diaspora à la carte. C'est effectivement, pour moi, le plus important. Le plus important, au-delà même, c'est le basculement vers un sionisme sans juifs. Ce qui paraît effectivement spontanément un peu troublant. Mais pour Netanyahou, on y est. Les sionistes qui comptent à ses yeux, ce sont ce qu'on appelle, on les appelle comme ça. Bon, moi je trouve le terme un peu étrange, mais je vais le prendre vu que c'est le terme générique. Sionistes chrétiens. Ces gens-là, ils présentent d'immenses avantages pour Netanyahou. D'abord, ils ne sont pas pluriels, éventuellement critiques, comme la diaspora. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que l'opposant déclaré à Netanyahou le plus virulent est président du Congrès juif mondial. Congrès juif mondial. Il s'appelle Ronald Lauder. Il a été longtemps un des financiers de Netanyahou. Et il écrit des choses sur lui que franchement, on aimerait peut-être voir dans la bouche de Gantz ou de Lapide, parce qu'il est très très clair sur l'État juif et démocratique, l'occupation, etc., etc. Donc cette diaspora le gêne. En plus, il considère qu'il n'a plus besoin de son renfort démographique. Donc je dis ça parce que très souvent on pose des questions qui pour Netanyahou ne sont déjà plus d'actualité. Sur l'Alia et sur... C'est plus sans problème. Aujourd'hui en Israël, les ultra-orthodoxes font plus d'enfants que les Palestiniens. C'est réglé, c'est réglé. Et avec le blocus de 2 millions de Palestiniens à Gaza, l'équation démographique n'a plus aucun sens. En revanche, les sionistes chrétiens présentent, donc ce sont les évangéliques, au sens large là aussi, qui considèrent que l'établissement du peuple juif sur la terre d'Israël, avec toutes les guillemets que vous souhaitez mettre, participe de l'accomplissement des prophéties. Donc ces gens-là, ils sont peut-être philosémites, mais pas forcément, vu que de toute façon,
c'est l'accomplissement des prophéties. Et de toute façon, dans le cadre de ces prophéties, les Juifs disparaissent, vu que soit ils sont convertis, soit ils sont massacrés. C'est très clair, hein, c'est écrit. Voilà. Praise the Lord. Hein, voilà. Donc ces gens-là offrent à Netanyahou un soutien inconditionnel. Il est l'instrument de l'accomplissement des prophéties. Pourquoi? Parce que the real Holy Land, la vraie Terre Sainte, c'est pas Israël, c'est la Cisjordanie. Donc, il faut aller coloniser. Et dans l'indifférence générale, pendant que nous continuons de regarder nos marqueurs habituels, vous avez toute une génération d'Américains de droite et d'extrême droite qui va cultiver la vigne dans les colonies d'Ariel, d'Ofra et d'ailleurs, parce que c'est the real Holy Land. Donc là aussi, vous voyez, hein, les kibbutzniks, ce que ça signifiait, quelle éthique il y avait derrière. C'est une solidarité internationaliste. Mais comme elle ne correspond pas à nos catégories, on ne la voit pas. On ne la voit pas. On ne voit pas ce que c'est que ces gens qui arrivent de l'Arkansas, de l'Arizona, qui vont passer des mois là-bas et qui reviennent... The real Holy Land, évidemment, community. Donc, ce n'est pas uniquement Adelson et quelques milliardaires entre Las Vegas et Atlantic City. C'est un vrai mouvement de fond aux États-Unis. Et pas qu'aux États-Unis. Le Brésil. Bolsonaro a été born again dans le Jourdain en 2016, hein, dans un rite évangélique. Hein. Voilà. Et donc, on voit ces nouveaux réseaux, et Netanyahou, étant un homme de ce temps, a parfaitement compris que 600 millions d'évangéliques, les estimations ne sont pas plus fiables que pour d'autres, et en progression constante, hein, du fait à la fois d'une démographie galopante, vu qu'ils sont pro-life, et du fait de la conversion, notamment en Amérique latine, et notamment au Brésil, où ils ont complètement déstabilisé l'Église catholique. Donc, en progression constante, et avec de plus en plus de pouvoirs populistes, Trump, Bolsonaro, demain qui sait, hein, qui s'appuient sur ces réseaux, hein, et donc on a ces scènes incroyables. Hein, bon, alors il faut savoir que dans la République laïque, moi j'ai été diplomate pendant 20 ans, on ne bénit pas les ambassades. Hein, espérons qu'il en sera toujours ainsi, mais on bénit les ambassades des États-Unis. Une ambassade des États-Unis qui est ouverte, elle est bénie. Ça participe de la cérémonie officielle. Voilà, de même qu'ils prêtent serment sur la Bible. Et la bénédiction a été prononcée par 2 prêcheurs, bon, j'avais parlé sur mon blog du Monde, dont les dérapages passés de type antisémite sont connus et avérés. Hein, bon, Netanyahou, il passe là-dessus, parce que c'est pas le problème. Sa priorité, c'est le soir même de faire une espèce de réunion d'état-major avec eux, avec les Guatémaltèques, avec les Honduriens, avec les Brésiliens. Bon, où on en est? Votre Église a fait quoi? Vous allez jusqu'où? Qui va déplacer son ambassade le premier, etc. Je remarque cependant qu'1 an après le déplacement de l'ambassade des États-Unis, il n'y a que le Guatemala qui a suivi. Pour la seule superpuissance, c'est pas brillant. C'est pas brillant. Hein. Le Golan, je pense que c'est encore plus grave. Hein. Bon, Jérusalem, on en a parlé, c'est normal, c'était scandaleux. Mais c'est pas uniquement la reconnaissance de l'annexion, la légitimation de l'annexion, c'est la légitimation du principe de l'annexion. Hein, alors évidemment, bon, Bachar el-Assad en face, de toute façon, tout ce qu'il veut, c'est maintenir le calme avec Israël, que ce soit annexé, pas annexé. Donc, il a poussé 2-3 cris convenus, hein, mais il ne se passera rien. Et on a vu que la Ligue arabe a été... oui, j'arrête. Mais ce que je voulais quand même signaler, hein, parce qu'on a souvent un débat qui est polarisé sur les questions moyen-orientales, c'est qu'il n'y a pas que Trump qui s'est engagé pour Netanyahou de manière éhontée par sa déclaration sur le Golan. Il y a Poutine. Donc n'oublions jamais que ces populistes-là, c'est pas des affreux agents de l'Occident
contre un formidable pôle du progressisme et de la résistance qui serait peut-être incarné du côté de la Moscova. Ce sont des gens qui sont totalement soutenus, comme en Europe, comme avec l'extrême droite européenne, par Poutine et par le Kremlin. Hein, comme Bachar el-Assad, comme toute cette bande. Hein. Et il y a eu non seulement le fait qu'il le reçoit juste avant les élections, il l'a reçu il y a quelques jours, mais bon, un geste, là aussi, je ne vais pas rentrer dans ces détails, de restitution d'une dépouille 37 ans après, bon, je vous laisse, dépouille qui était en fait aux mains des Mukhabarat syriens depuis longtemps. Hein, donc ça veut dire simplement que des commandos russes ont déboulé chez les 10 Mukhabarat, ont pris la dépouille, l'ont donnée aux Israéliens. Une fois qu'ils étaient sûrs que c'était fait, ils ont fait une cérémonie à Moscou, avec uniquement les chaussures et la casquette du monsieur. Bon, ça c'est pour en dire... Quand on dit que le Moyen-Orient est un théâtre, c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc moi j'en resterai là, j'ai essayé de répondre à tes interrogations, et puis je serai ravi de répondre évidemment à celles de la salle. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est à vous. Je ne sais, il y a un micro là-bas. Peut-être par 3. Si par groupe de 3. Si ça vous va, pour que la parole circule. Donc je vois Rita. Là. Moi, il y a une question vraiment à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est comment Netanyahou, comment ce nouveau pouvoir israélien arrive à faire passer auprès de la population qui crie à l'antisémitisme au moindre de travers, qu'il est soutenu par les évangélistes. Parce que est-ce que ce sont vraiment des antisémites notoires ou pas, et si pour eux l'avenir d'Israël c'est la destruction des Juifs à 50%, comment les Israéliens peuvent adhérer à cette alliance de Netanyahou avec les évangélistes? Si. D'autres questions? Encore deux? N'hésitez pas. Là-bas, monsieur, tout au bout. Serait-il raisonnable d'envisager que Netanyahou et le sionisme révisionniste soient en fait l'idiot utile du messianisme? C'est-à-dire le messianisme tel qu'il est porté par les colons les plus extrémistes et qui sont responsables de la légitimation de la colonisation. Je vais peut-être me joindre à Rita en ajoutant à sa question une question, et comme ça fera 3. Moi, je suis frappé que l'État d'Israël, c'est d'abord un État ashkénaze. C'est ce que disait Yves Tachel, c'est-à-dire ça reste, malgré tout ce qui a changé, ça reste quand même un État sociologiquement, une ethnocratie ashkénaze, disait le sociologue Yves Tachel. Et je ne comprends pas, je suis comme Rita, comment tous ces, entre guillemets, vieux ashkénazes israéliens, qui ont toujours été anti-polonais au possible, avec de bonnes raisons de l'être, ce n'est pas un fantasme, c'est aussi la réalité de leur expérience de l'antisémitisme en Pologne, comment ils tolèrent l'espèce de concubinage maintenant entre Netanyahou et Kaczynski ne cachant absolument pas, non pas qu'il est antisémite, on n'en sait rien, mais qu'il laisse faire les antisémites. Qu'on a eu des grandes manifestations de milliers, de dizaines de milliers de personnes à Varsovie au nom de les Juifs à la porte. Enfin, il y a quand même là quelque chose qui, moi, j'avoue aussi, me surprend. Parce que Orban, personne ne sait très bien qui c'est, mais les Polonais, on sait quand même. Hein, je veux dire, on a une histoire de l'antisémitisme polonais qui est très, très puissante, quoi. Enfin, en Hongrie, c'est quand même un demi-million de Juifs qui disparaissent, qui sont exterminés, en partie avec la complicité ou collaboration
du régime Horthy. Dont le camarade Orban fait l'apologie. Il fait l'apologie. Qui plus est. Et c'est assez... Bon, là, ce serait un autre... Mais il faut savoir qu'un de ces rescapés de l'Holocauste en Hongrie, grâce à un fonctionnaire hongrois qui a refusé d'appliquer les ordres, c'est Georges Soros. Donc quelqu'un qui est aujourd'hui jeté en pâture, pas seulement par Netanyahou. Alors là, c'est fascinant. Vous avez tout le monde. Hein, Orban, Trump, Poutine, Erdogan. Hein, Soros, c'est la bête noire de tous ces gens-là. Il fait vraiment leur unanimité. Alors, bon, c'est des questions fascinantes, hein, toutes les trois. Alors, d'abord, il y a une question de méthode. On sait bien que dans les populismes, au sens vraiment très large, hein, les électeurs ne votent pas pour leur intérêt. Les classes populaires ne votent pas pour quelqu'un qui va défendre les classes populaires. Les petits blancs des États-Unis n'ont pas voté en Trump pour quelqu'un qui va défendre leurs intérêts de petits blancs. Pas du tout. Hein. Donc, c'est justement le génie des populismes que d'arriver à consolider une base électorale qui peut être contre-intuitive, voire qui peut voter contre ses intérêts. L'exemple évident étant qu'en Israël, certes, tous les indicateurs économiques sont au beau fixe, mais les inégalités sont criantes, à commencer par le système de santé, qui est totalement saturé dans un pays où on dit qu'on a les meilleurs médecins du monde. Donc voilà. Alors, sur la question... Alors moi, j'ai fait un livre, voilà, il y a déjà 10 ans, sur l'apocalypse dans l'islam. Alors, les messianiques... et du coup, j'ai travaillé sur les autres, hein, parce que très souvent, il y a des phénomènes d'écho. Mais en même temps, il faut voir que de deux choses l'une. Soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Excusez-moi de poser les choses comme ça. Si vous y croyez pas, ce que pensent les évangéliques, et vous vous appelez Netanyahou, si vous y croyez pas, bon, bah, ils croient qu'à la fin des temps... Tout. Si vous croyez pas à cette fin des temps... La question ne se pose pas. Je veux dire, il y a une blague en Israël, enfin, parce que les évangéliques disent « second coming », le retour du Messie. Et donc, les copains de Netanyahou disent « quand le Messie reviendra, on ne lui demandera pas le carton d'invitation. On ne dira pas si c'est la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. » Bon, ils s'en sortent par cette pirouette qui est très révélatrice. Hein. Bon, je crois que ce qui est plus grave, c'est que cette alliance, parce que maintenant c'est une alliance stratégique, elle est fondée sur une incompréhension totale des deux côtés. Hein. Les évangéliques, au fond, n'ont pas la moindre idée de ce que c'est un juif, mais vraiment. Hein. Et réciproquement, la plupart des Israéliens ne comprennent absolument pas ce que représente... Alors ils disent les mêmes choses, ils parlent d'Israël, de la Terre Sainte, des prophètes, mais rien ne correspond derrière. Rien ne correspond derrière. On a vu ça dans l'histoire, hein, c'est pas la première fois. Disons que là, ce qui est fascinant, c'est comment ce qui était auparavant une alliance stratégique entre Israël et les États-Unis devient une alliance idéologique, ce que je qualifie de nouveau sionisme sans diaspora, sionisme sans juifs, qui est quand même, avec l'ambassadeur nommé par Netanyahou à Washington, qui dit aujourd'hui la colonne vertébrale du soutien à Israël dans ce pays, ce n'est plus la communauté juive, ce sont les évangéliques, l'ambassadeur d'Israël. Donc au moins c'est clair. Alors c'est là où la distorsion se fait, où le fossé se creuse, c'est que les juifs américains, bon, déjà, ils avaient voté, en tout cas en 2009, à 80% pour Obama. Hein, bon, traditionnellement, ils votent démocrate, mais là c'était un record historique. Et donc, ils se retrouvent avec un Premier ministre d'Israël qui est l'ennemi acharné de leur candidat comme président. Hein, et ça s'aggrave pendant le deuxième mandat, avec toute la question sur l'accord nucléaire dont je rappelle qu'il était populaire chez les Juifs américains. Et donc, on a, à l'époque, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Oren, qui dit 6 millions de Juifs aux États-Unis menacent 6 millions de Juifs en Israël d'un nouvel holocauste. Voilà. Alors effectivement, quand vous posez les choses en ces termes-là, les sionistes chrétiens, les évangéliques sont des partenaires beaucoup plus
aisée. Alors, sur la question proprement des Polonais, moi, mon livre, il est né d'une indignation, justement, sur la réécriture de l'histoire de la Shoah. Il s'ouvre en octobre 2015, quand Netanyahou, devant le congressionniste, en anglais, il ne parle pas en hébreu devant le congressionniste, il leur parle en anglais, c'est déjà aussi tout dit... le moufti de Jérusalem, Jamin al-Husseini, quand il est reçu en 1941 par Hitler, c'est lui qui lui a donné l'idée de la solution finale parce que Hitler, il ne savait pas quoi faire des Juifs. Voilà. Ben ça m'a poussé à écrire ce livre et à découvrir plein de choses. Parce que moi, j'étais parti d'une indignation d'historien. Sauf que le livre se finit sur les lois mémorielles polonaises. C'est-à-dire qu'on va d'un scandale à un autre scandale, d'une réécriture à une autre réécriture. Et mes collègues du Mémorial de la Shoah, donc les historiens de Yad Vashem, ont toujours été en première ligne face à la première réécriture comme la deuxième réécriture. Mais sur la Pologne, on a eu récemment un retournement, qui n'est pas du fait de Netanyahou, qui est du fait du Likoud, d'Israël Katz, donc, parce qu'il a dû quand même se débarrasser du portefeuille des affaires étrangères, je vous ai dit. Nouveau ministre. Voilà. Dans les 24 heures où il est nommé ministre des Affaires étrangères, il fait sauter la belle harmonie israélo-polonaise en rappelant la citation de Shamir, qui était elle-même la citation un vrai faux proverbe juif polonais, disant ils têtent l'antisémitisme au sein de leur mère. Bon, ce qui évidemment a fait exploser d'un côté comme de l'autre. Et il n'y a pas eu de sommet de Visegrad. Et du coup, il n'y a pas eu de sommet. Donc, bon. Mais voilà. Donc, ça veut dire que de temps en temps, il va quand même trop loin. Alors après, la question des idiots utiles, c'est toujours la question de quand on joue avec les extrêmes, jusqu'où peuvent-ils vous entraîner? Jusqu'à présent, Netanyahou est convaincu que c'est lui qui continue de donner le ton. Il faut savoir que Netanyahou, comme Trump, là aussi, n'oublions jamais, c'est quelqu'un dont la foi est quand même tout sauf ostensible. Je veux dire, il y avait récemment la presse américaine a comparé les dimanches où Trump allait au golf et celui où il allait à l'église. Bon, il n'y a pas photo, il y avait 150 d'un côté et 3 de l'autre. Bon, Netanyahou, on ne sait pas trop, on ne sait même pas quelle est sa synagogue. Donc, bon, je suis laïque, donc c'est pas mon point, mais on voit qu'il est avec les ultra-orthodoxes, les messianiques, c'est quand même intéressant. Donc ça veut dire que lui croit on est totalement dans le cynisme. Lui, il ne croit pas du tout. Il ne croit pas du tout ce que disent les évangiles. Il n'y croit pas. Il est convaincu que c'est un instrument de pouvoir. Alors, là où ça peut, évidemment, déraper, ce sera la question dans la question du scrutin de demain. C'est qui aura combien de sièges. Et moi, je pense, je l'ai mis sur mon blog quand on trouve... Tout le monde pratiquement trouvait que ce monsieur était un farfelu, mais le parti dit Identité, donc déjà rien que le titre, un Zérout de Moshe Figlin qui prône à la fois la légalisation du cannabis et l'expulsion des Palestiniens, et notamment... La destruction du temple. De la destruction de la mosquée d'Al-Aqsa. Pour pouvoir reconstruire le temple. L'installation de la Knesset et du gouvernement israélien soit sur l'esplanade, soit dans l'environnement immédiat, il pourrait, d'une certaine façon, créer la surprise, parce que lui n'est pas dans la coalition de Netanyahou. Donc il pourrait se retrouver, si on en croit les sondages, entre 4 et 8 sièges, donc être en mesure de dicter ces conditions à Netanyahou. Et ce n'est pas uniquement la fumette qui entrera dans les... Donc, effectivement, à force d'alimenter la bête, celle-ci peut... être incontrôlable. Donc ça, j'ai pas. Mais vous pouvez faire confiance à Netanyahou, qui est comme un contrôle freak de première, vraiment quelqu'un qui... Parce que il faut voir que derrière tout ça, vous avez un homme qui sait que s'il perd les élections, il va en prison. Et pour longtemps. Son prédécesseur Olmert est allé 18 mois ferme en prison pour des faits de corruption bien moindres, pendant qu'il était à la mairie de Jérusalem. Là, il en a au moins pour des années. Donc son obsession, c'est d'être réélu et de faire passer immédiatement une loi d'auto-amnistie. Il faut savoir que c'est ça. Donc la question dans la question, c'est quelle coalition, parce qu'il y a quand même
des gens qui, à droite en Israël, ont des principes, n'ont pas envie de voter ça. Hein. Donc ça veut dire que ça pourrait encore plus radicaliser pour obtenir une majorité à la Knesset qui voterait ce dispositif d'auto-blanchiment. Si tu permets, Jean-Pierre, juste un mot sur l'affaire de qui a inventé la Shoah. Parce que ça ne suffit pas de se scandaliser. Oui. Il faut répondre au sujet. Oui, bien sûr. La rencontre dont parle Netanyahou a lieu le 28 novembre 1941. Tout à fait. Et on en a le contrôle. Et donc, elle existe, il ne l'a pas inventée. Bien sûr. Et c'est là que le grand moufti aurait soufflé l'idée de la Shoah à Netanyahou. Le seul problème... Ah, pardon. À Hitler. Autant pour moi. Le seul problème, c'est que ça ne tient pas debout. Parce que le 28 novembre 1941, il y a déjà des centaines de milliers de Juifs qui ont été exterminés en Union soviétique par les Einsatzgruppen. Donc l'idée, elle est plus qu'en route. Et deuxièmement, pour être plus précis encore, les chambres à gaz, elles sont non seulement construites, mais elles ont été essayées à ce moment-là, dans plusieurs camps, dont Auschwitz. Donc on est devant une espèce de négationnisme absolument obscène de la part de Netanyahou, qui n'a rien à voir avec cette histoire, et qui, quand il va, je l'ajoute, en Lituanie, ne dit pas un mot du fait qu'en Lituanie, on a exterminé 97% des Juifs, et qu'une bonne partie de ces Juifs ont été exterminés par des milices collabos. Donc tout ça est inconnu, ou en tout cas il fait semblant, pour Netanyahou. Rien que ça, à mon avis, le disqualifie de manière morale, sur un plan strictement moral, évidemment historique, mais le disqualifie complètement. Ça, visiblement, ne pose pas de problème majeur dans l'opinion israélienne. Et là aussi, je suis sur la même interrogation que Rita. Il y a quelque chose quand même d'étrange, parce que ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons de lutte contre l'antisémitisme du matin au soir, et qui pratiquent un révisionnisme, un négationnisme obscène, d'une vulgarité totale. Il y a quand même quelque chose là qui ne fonctionne pas, quoi. Ça prouve qu'on peut mener les gens assez loin par le bout du nez. Hein. D'autres questions? Voilà. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le sionisme révisionniste dont vous avez un peu parlé dans un article pour Télérama la semaine dernière? Bonjour. Est-ce que le paysage politique israélien serait différent s'il y avait ce système de proportionnel qui donne un pouvoir exorbitant, si j'ai bien compris, à des partis ultra-minoritaires? Et est-ce que ce système a toujours existé dans l'histoire d'Israël? Moi, je voudrais savoir si le génocide gazaoui va continuer. Bon, alors, je vais me permettre immédiatement, surtout ce qu'on vient de dire, de refuser l'emploi de ce terme. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais ce terme-là est tout à fait impropre. Donc, faut pas banaliser ce type de choses. C'est vraiment terrible de dégrader ainsi le débat en utilisant ce terme. Ce qui se passe à Gaza, bon, moi j'ai consacré un livre, hein. Je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, c'est le seul livre d'histoire de Gaza. Donc voilà, mais ce qui se passe à Gaza est terrible, c'est un scandale. La levée du blocus doit être inconditionnelle, mais il faut, dans le même élan, se garder de tout dérapage verbal qui ne peut que dégrader la cause pour laquelle il prétend se mobiliser. Excusez-moi de ce rappel que je veux le plus ferme possible et le plus catégorique possible. Alors pour le révisionnisme, le sionisme révisionniste, donc qui est distinct du révisionnisme qu'on avait évoqué, c'est autre chose. Il faut savoir que, comme toujours hein, dans les mouvements politiques, hein, l'idéologie dominante,
Au moment de la déclaration Balfour, c'est Jabotinsky qui va devenir la figure de proue de cette famille de pensée, qui est la personnalité la plus populaire. Il n'y a aucun doute dans les cercles sionistes, parce qu'il a mené la Légion juive au cours de la Première Guerre mondiale. Donc c'est la première fois qu'on a une unité constituée sur une base ethno-nationale, au sein, donc aux côtés des Alliés, y compris en Palestine. Hein. Donc ça, c'est très important. Et il va être progressivement marginalisé par le Yishuv, donc l'établissement juif en Palestine, qui est tenu par les travaillistes. Et la scission est effective en 1922, quand le sionisme majoritaire va accepter que la déclaration de Balfour ne s'applique, entre guillemets, qu'à la Palestine et non pas à la Transjordanie, donc la Jordanie actuelle, qui est exclue du champ d'application de cette déclaration par les Britanniques lorsqu'ils imposent et incorporent à leur mandat sur la Palestine la déclaration Balfour. Il faut savoir que là encore, hein, moi je suis historien, entre 1917 et 1922, la déclaration Balfour, elle est suspendue. Ce n'était pas du tout acquis que les Britanniques l'appliquent, hein, d'où d'ailleurs toute une série de conflits en 1920. Et quand elle est appliquée sur la Palestine mandataire, et c'est là où les révisionnistes se séparent du courant majoritaire, vont plus tard créer une nouvelle organisation sioniste, et que le conflit va être de plus en plus fort entre eux et les travaillistes, parce qu'il est multiple. Il y a cette question de la Transjordanie, il y a la question des Arabes, avec la doctrine d'un mur de fer. Donc l'idée qu'il n'y aura pas d'accord avec les Arabes, qu'il faut construire un mur de fer avec le plus d'Arabes d'un côté, le plus de Juifs de l'autre. Donc on n'est pas du tout dans les visions sionistes de l'époque. Question économique, ils sont profondément libéraux sur le plan économique, considérant que les patrons juifs du Yishuv sont opprimés par les affreux syndicats travaillistes. Et c'est d'ailleurs une terminologie qu'emploiera Netanyahou quand il démantèlera certaines sociétés publiques, où il parlera des gangsters de la Histadrout. Bon, voilà, quand même. Généralement, dans le discours antisyndical, il y a des limites, gangsters, mafia. Non, lui, mais c'est tout à fait cohérent avec cette vision alors pour le système politique, donc on a une proportionnelle intégrale à circonscription unique qui effectivement favorise la fragmentation qui a été relativement limitée par l'imposition d'un seuil électoral qui est aujourd'hui de 3,25%. Il faut savoir que pendant qu'on dit la grande surprise peut-être demain, c'est que certains partis de la coalition de Netanyahou ne seront pas à la Knesset. Ils seront juste pas. C'est-à-dire que leurs voix n'auront pas compté. Et donc, là encore, on peut être étonné. En revanche, Zerhout pourrait faire la surprise. Deux, je n'ose pas imaginer les deux partis dits arabes pourraient aussi être... Donc, en fait, on pourrait avoir une recomposition autour du seuil. Et effectivement, les effets de fragmentation de ce système avait été à 3 reprises aussi contrecarré par l'élection du Premier ministre au suffrage universel, 1996, 1999 et 2001. C'est ça qui permet à Netanyahou de faire son entrée au pouvoir en battant Pérez à 30 000 voix près. D'ailleurs, il avait bien vu que seul ce système lui ouvrait la voie du pouvoir. Il avait été le seul député du Likoud à voter en faveur, permettant l'adoption de ce système à 1 voix près la sienne. Hein, donc c'est quelqu'un quand même qui a le sens de la perspective, y compris au niveau des techniques électorales, de la mécanique constitutionnelle. Jean-Pierre, j'ajoute, je le prends dans ton livre parce que ça s'y trouve, sur le sionisme révisionniste, qu'il y a aussi un problème d'alliance qui se pose, parce que Jabotinsky a une forme d'alliance ouverte avec Mussolini, c'est-à-dire pas avec les nazis, hein, on est bien d'accord, avec les fascistes, et Mussolini accueille en Italie l'école de cadres du Bétard, du mouvement de Jabotinsky,
à Civitavecchia. Il offre un émetteur qui permet au mouvement révisionniste d'émettre sur toute la Palestine et au-delà sur la région. Et Mussolini en personne fait des déclarations où il considère, il le dit au futur rabbin de Rome, que Jabotinsky, c'est le vrai fasciste, le vrai Duce sioniste. Donc, je veux dire, il y a quand même là aussi quelque chose qui fait une distinction très forte avec, d'autant que ce genre d'alliance va se multiplier, puisque le Bétar va aussi bénéficier de l'alliance de la dictature polonaise de manière assez massive. Donc il y a là quelque chose qui sépare les... tout de suite qu'en 1939, comme pendant la Première Guerre mondiale, pour Jabotinsky, il n'y a aucun doute, il faut combattre aux côtés des Alliés. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il meurt des Alliés. Des Alliés, ouais. Et d'ailleurs, il meurt à New York, alors qu'il est en train de mobiliser la diaspora. Mais il y a une longue période, disons... Pour que les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés, alors que vous savez que... Mais il y a une longue période quand même de flirt avec le fascisme italien. Et bon, ça reste dans les mémoires, dans l'histoire. Ça fait partie de la réalité, quoi. Ben Gourion disait, si Jabotinsky le pouvait, il nous traiterait comme Hitler traite les socialistes en Allemagne. La citation est de 1933, mais elle est lourde de conséquences. D'autres questions, oui. Michel? Oui, sur les relations et l'amalgame entre judaïsme et sionisme d'un côté, ou antisionisme et antisémitisme de l'autre côté. Donc, on a bien parlé de Trump, de Orban, de la Pologne, mais je pense qu'on pourrait aussi parler un peu de la France, de ce qui se passe en France, où le président de la République actuelle, pour la commémoration de la rafle du Veldiv et de la déportation, n'a trouvé rien de mieux à faire que d'inviter Benyamin Netanyahou. Autrement dit, il allait dans le sens de Benyamin Netanyahou, représentant des Juifs du monde, hein, et de le traiter, de l'appeler son cher Bibi, et d'ajouter que l'antisionisme est la version ou la forme contemporaine de l'antisémitisme. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire en France même pour bien clarifier les choses de ce point de vue. Merci Michel. Ça me donne une idée de livre, peut-être je vais voilà, écrire c'est là-dessus. pour ça que moi j'allais me tourner vers l'autorité en la matière, le marja. Oui. Est-ce que vous pensez que le président Rivlin peut ou pourrait ne pas désigner Netanyahou comme Premier ministre, quel que soit le résultat? C'est-à-dire, s'il n'a pas la majorité des voix et possibilité de faire une coalition ou pas possibilité de faire une coalition, ou même s'il n'a pas du tout la majorité, est-ce qu'il pourrait quand même le désigner comme Premier ministre? Alors qu'on peut penser quand même qu'il n'est pas pour l'amnistie de Netanyahou et qu'il sait très bien que s'il est désigné Premier ministre, il fera la loi d'amnistie et donc il sera amnistié. La seule façon qu'il aille en prison, c'est qu'il ne soit pas Premier ministre, finalement. Donc, est-ce qu'il pourrait empêcher ça, empêcher qu'il soit Premier ministre et l'envoyer en prison? Une question. Ici. Là-bas. Ah oui, pas de problème. Bonjour. Je reviens sur une notion que vous avez évoquée un peu plus tôt, c'est-à-dire le fait que le vote en faveur des populismes, que ce soit en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis, n'est pas forcément intuitif, parce que ce sont des classes populaires qui finalement votent peut-être contre leurs propres intérêts. Du coup, d'après vous, deux choses. Qu'est-ce qui fait que ces classes populaires votent pour ces populistes? Est-ce que c'est identitaire, culturel ou autre chose? Et appliqué à Israël, qu'est-ce qui fait que la population israélienne vote et revote en faveur de Netanyahou? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est économique, effectivement? Puisque là aussi, effectivement, vu tout ce qu'on a évoqué précédemment, c'est un peu surprenant en termes notamment d'alliance contre-intuitive de voter à répétition pour lui. On prend encore une dernière. Est-ce qu'il y a une question que je passerai à mon voisin? C'était à peu près la même. Bon. Alors pour la première question, voilà, je me tourne vers Dominique qui a fait très exactement un livre en réponse au président de la République sur ce sujet. Donc, ouais. Ça s'étend dans le débat politique. Écoutez, moi,
comment... D'accord. Moi, comment... Bon, je crois que j'ai les mains suffisamment pleines avec les différents éléments de la problématique que j'ai évoqués. Personnellement, je ne me sens pas aussi lancé là-dessus. C'est pour ça que je renvoie sur je crois quand même, Michel, il faut c'est toujours comme ça en politique, c'est très compliqué. Il faut apprécier les pas qu'on a faits et puis ce qui reste à faire. Moi, je constate qu'au bout de 2 ans de cette polémique, dont j'ai été un des acteurs, mais pas le seul, fort heureusement, dont mon livre a été un acteur, de toute évidence. Moi, j'ai fait, je le dis quand même, parce que j'en suis très fier, 73 conférences sur ce livre. Bon, ben, je vois bien que les choses ont bougé et que lorsqu'il y a eu ce que j'appelle le week-end noir, c'est-à-dire les insultes contre Finkielkraut, l'annonce par le député Sylvain Maillard de la préparation d'une loi pour interdire l'antisionisme, et puis le dîner du CRIF là-dessus, tout ça s'est fait en quelques jours. Je constate que le président de la République a fini, après réflexion, par écarter toute hypothèse de loi interdisant l'antisionisme. Je ne sais pas ce qu'il en pense personnellement, et je ne me permettrai pas d'ailleurs d'en juger, mais je sais que tous les juristes, sans exception, étaient contre, parce que ça introduisait la notion de délit d'opinion dans notre pays. Il n'y en avait pas eu depuis la guerre d'Algérie, enfin, on remontait loin. Deuxièmement, beaucoup de proches du président y étaient hostiles, y compris Richard Ferrand, Blanquer, la ministre garde des Sceaux, quand même, Belloubet. Et puis, il y a ce fameux sondage que nos confrères souvent n'aiment pas citer. 69% des Français ont une mauvaise image du sionisme. C'est un sondage de l'IFOP d'il y a quelques mois. Donc, tout ça, mis bout à bout, a amené le président de la République à reculer sur cette question. Je dis à reculer parce que la phrase que tu citais, elle avait quand même un sens. Quand il l'a dite, elle pouvait au moins déboucher sur une loi que réclamait le CRIF pour sa part. Donc je constate que finalement, la loi a été écartée, je m'en félicite, comme démocrate, je veux dire, indépendamment du débat sur le sionisme. Si on commence à interdire les critiques de toute idéologie, alors imaginez, les communistes vont demander l'interdiction de l'anticommunisme, les gaullistes l'interdiction de l'antigaullisme, ça n'a absolument aucun sens, quoi. Donc je suis très satisfait de cette issue, en tout cas sur ce point. Après, visiblement, il y a eu un lot de consolation qui a été prévu pour le CRIF, pour ne pas éviter qu'il perde la face. Donc, il y a cette fameuse définition de l'antisémitisme par l'IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance. Quand on la lit, on se dit que le gars qui l'a écrit mérite un prix Nobel, parce que ça tient en 2 phrases et ça ne dit rien du tout. Si vous voulez que je vous la lise, je l'ai sur moi en permanence. C'est vraiment, ça vaut même pas de la lire. Et il y a la possibilité, à partir d'exemples qui sont cités, qui ne sont que des exemples illustratifs, présentés comme tels, n'ont pas de valeur juridique, on peut évidemment faire un peu de propagande. Mais c'est tout. C'est le mot antisionisme ne figure ni dans la définition, ni dans les exemples. Et le préfet qui est en charge de la lutte contre le racisme, de la DILCRA, qui s'appelle Frédéric Potier, a lui-même dit que de toute façon, il n'y avait pas le mot antisionisme et qu'on allait utiliser cette définition pour poursuivre des formes d'antisémitisme se camouflant derrière des termes antisionistes. Je trouve que c'est un tout petit peu inutile, puisque j'ai cru comprendre qu'Alain Soral avait pris un an ferme pour avoir développé des thèses antisémites, comme d'habitude. Comme souvent, sous des formes antisionistes, le juge n'a pas attendu la nouvelle définition de l'IHRA, il l'a condamné, et ça s'est bien fait comme ça. Donc tout cela me paraît une opération montée comme une usine à gaz et qui débouche sur une petite souris. Si ça fait plaisir au CRIF de pouvoir dire nous avons un élément de propagande de plus, grand bien lui fasse. Mais je trouve que le CRIF ferait mieux de se mobiliser vraiment contre l'antisémitisme. Quand le président du CRIF, Francis Khalifa, se rend à Vienne, en Autriche, passe un long moment avec le chancelier autrichien
Sébastien Kurz nous en dit dans la newsletter du CRIF le plus grand bien. Ce jeune homme est formidable, il est engagé. Et puis il oublie de nous dire simplement qu'il y a 6 ministres néo-nazis dans son gouvernement, 6 ministres du parti de Haider. Donc si Francis Khalifa veut lutter contre l'antisémitisme, je suis tout à fait d'accord, je lui conseille de lutter aussi contre les ministres néo-nazis qui sont à Vienne, parce que ça fait partie du courant antisémite d'aujourd'hui. Voilà. Donc, Rivlin, s'il a la moindre possibilité de ne pas nommer Netanyahou, il la prendra. Mais il ne peut pas non plus aller contre l'évidence. Et dans ces cas-là, la considération est double. Il y a effectivement le leader du parti qui est arrivé en tête, mais pas forcément. Netanyahou revient aux affaires en 2009 sans avoir été chef du premier parti, mais comme étant celui qui peut composer une coalition. Et ensuite, le fait d'avoir le plus de chances de composer une coalition, ça, ce sera la variable déterminante. En revanche, il y avait un troisième scénario qu'on peut d'ores et déjà exclure, c'est qu'il nomme quelqu'un d'autre au sein du Likoud. Ça ne passerait pas, tout simplement parce que Netanyahou a pris ses précautions et personne au sein du Likoud, s'il tient à sa survie politique, n'oserait prendre le téléphone si Rivlin l'appelle. Voilà. Alors moi, j'ai un élément d'interprétation qui est d'ailleurs un élément qui est éplé lettre à lettre dans les meetings de Netanyahou, c'est la peur. P-E-U-R. Il le dit dans les meetings. Alors il y a la peur qu'on entretient. Hein, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, c'est que, comme disait Tzipi Livni, qui n'est quand même pas la plus colombe de toutes, il disait, mais qu'est-ce que c'est Netanyahou? Non seulement il nous infantilise, mais il dit qu'on est toujours à la veille d'un nouvel holocauste. Mais bon, si vous voulez, aujourd'hui, la peur, ça marche. Hein, la peur, ça marche. Et Netanyahou a quelques crédits à cet égard. C'est quelqu'un qui parle la guerre globale contre la terreur 20 ans avant que la guerre globale contre la terreur soit déclenchée. C'est-à-dire qu'il apparaît à bien des égards, je le raconte dans le livre, comme un pionnier. Il construit des concepts sur quand il fait... Alors là, je suis désolé, je suis obligé de constater le talent. Il dit, vous savez, dans la guerre globale contre la terreur, il le dit 50 fois. Il y a les 3 W, win, win, win. Gagner, gagner, gagner. Comment vous voulez que ça passe pas? Évidemment, les gens disent « Ah ben c'est vrai ça. Ah ben c'est vrai ça. Il faut gagner, gagner, gagner. Hein » et voilà. Et ça passe en boucle, etc. Donc il y a la peur de la menace iranienne, la peur des autres, etc. Mais il y a, et ça on le sous-estime beaucoup, il y a la peur qu'on inspire à l'autre. Et quand il dit peur dans ses meetings, il parle des autres. Il parle de la gauche, il parle des Arabes, et puis maintenant il parle de la justice, la police, les médias, qui auraient peur de lui. Et c'est parce qu'ils ont peur de lui qu'il aurait monté ses affaires. Hein, et donc il dit, ils ont peur, P-E-U-R, et tout le monde, P-E-U-R, et il cite les journalistes, et on les eut, et il cite les juges, et on les eut. Bon, il n'a pas encore fait le directeur de la police, mais il l'a quand même traîné dans la boue aussi. Ces juges, ces chefs de la police, ont tous été nommés par lui. Tous. Il n'y en a pas un qui a été nommé par la gauche. Mais c'est quelque chose qui... Et il y a donc il y a un documentaire qui malheureusement n'a pas été diffusé en France, sauf dans le cadre du festival du cinéma israélien qui est King Bibi, qui est extraordinaire, parce qu'on voit justement la construction de cette base. Et on voit l'immense popularité, presque en transe, c'est-à-dire exactement regarder les reportages sur la base de Trump, où le monde entier, parce qu'évidemment, tous les Américains qu'on voit, chaque fois, la plupart qu'on rencontre, quand même, ils disent « Oh, bah, excusez-nous, c'est pas nous, franchement, oh là là. » Et puis, vous vous rendez compte que derrière, il y a des gens qui sont totalement électrisés par Trump. Et il y a quelque chose qui est très important, ne jamais oublier en politique, c'est que Netanyahou, comme Trump, fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Et il peut dire à tous les autres, regardez, moi j'ai promis en 2009,
Moi, maintenant, je dis ceci sur les Arabes, je dis ceci sur les colonies, je dis ceci sur le Golan. Mais moi, je le fais. Et donc, il y a après tout l'aspect dissonante cognitive, contre-intuitive, tout ce qu'on veut, en termes d'intérêt concret. Mais il y a cette idée, bon, on est quand même au Moyen-Orient. Hein. Au Moyen-Orient, bon, la testostérone, c'est assez... voilà, hein, c'est assez saturé. Et lui, c'est vraiment le mâle dominant, dans tous les sens du mot. Hein, celui qui va au contact. Le seul qui a compris ça, c'est Poutine. Voilà. Mais tous les autres, dès que Bibi rentre dans la pièce, ils ont l'impression qu'il va leur donner un coup de boule. Ce n'est pas des modes de relations internationales habituels. Et une grande partie des Israéliens trouvent ça formidable. Formidable. Peut-être une dernière question, mais elle m'importe beaucoup. Alors, elle nous met un peu dans la logique de la science-fiction, mais en admettant qu'il soit réélu, qu'il forme le gouvernement qu'il souhaite former, vu les 4 ans qu'on vient de passer, avec la loi État-nation, avec le cap mis sur l'annexion, avec les lois liberticides, avec les alliances populistes, antisémites, etc., qu'est-ce qui nous attend? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque réel, non plus de radicalisation, mais vraiment de transformation de l'État sur une piste, bon, c'est des mots qu'on n'aime pas utiliser, mais enfin fascisante, quoi, disons, pour pas dire fascisme, mais... Il y a encore une question, ce sera la dernière alors. Voilà, oui. Oui, bonjour. Je voulais juste compléter à propos de Mussolini qu'à un moment, il exerçait une influence sur beaucoup d'autres nationalistes qui voyaient une alternative et aux puissances coloniales et au communisme. Et je cite en particulier Messaliadj, le patriarche du nationalisme algérien, qui était aussi... Mais ça s'est gâté lorsque l'Italie a évidemment envahi l'Éthiopie. Quand même. Hein. Oui, la Libye. Un peu la Libye qui... voilà. À propos d'antisionisme, c'est juste une question. À un moment, il a été question d'une correspondance de Sigmund Freud avec un dirigeant du sionisme qui essayait un petit peu de l'embarquer dans le mouvement sioniste. Et apparemment, Sigmund Freud aurait émis des réserves essentiellement tournant autour de la façon dont le sionisme réglerait la question de l'existence d'une population locale. Et apparemment, cette lettre serait dans des archives qui auraient été achetées par une personne privée qui refuse de divulguer la lettre de Sigmund Freud. Je me demande où ça en est. C'est pas la moindre idée. C'est pas Jean-Pierre qui a la lettre. Voilà. Et la toute dernière pour qu'il n'y ait pas de frustration. Voilà. Parce et puis après, oui, j'ai compris. Oui. Si on considère que la colonisation était un objectif et qu'aujourd'hui elle est légitimée auprès de la population, quel autre objectif, je pense moi au Mont du Temple, peut constituer un objectif idéologique à atteindre? Oui, enfin, donc ça rejoint un peu la question de Dominique. Bon, moi, voilà, les historiens sont très bons pour prédire le passé. Hein, donc, voilà. Moi, tout ce que je peux énoncer en revanche, c'est que quand j'ai entrepris ce livre, beaucoup de mes amis, y compris en Israël, m'ont dit c'est pas un sujet. Netanyahou, c'est pas quelqu'un de sérieux. Vous savez, cette espèce de mépris qu'on a pour Trump et pour les autres. Oui, c'est quelqu'un, c'est un démagogue, c'est un cynique, c'est un opportuniste, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de substance. Donc, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a. Alors, effectivement, du point de vue de la refondation, il a déjà réalisé l'essentiel avec la loi de l'été dernier, hein, qui est effectivement le complément correction de la déclaration d'indépendance. Donc, on a vraiment Ben Gourion et Netanyahou. Après, à partir de là, ce qu'il peut en faire... comme on l'a vu dans ces élections où il a eu Trump et Poutine à ses côtés, ça dépendra évidemment beaucoup, au-delà du score de demain, de la façon dont Trump et Poutine sont disposés à l'accompagner dans cette voie. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup.